Là, peut-être, avant de commencer, est-ce que vous connaissez la différence entre fédération délégataire et fédération affinitaire? On va dire que non. Bon, d'accord. Ok. Fédération délégataire, c'est les fédérations françaises, les 2F, Fédération française de tennis, Fédération française de foot, etc. Elles ont délégation de l'État pour faire les Jeux Olympiques, en fait, pour trouver les sportifs français qui vont représenter la France. Les fédérations affinitaires, c'est la FGT, c'est l'UFOLEP, ce sont des fédérations qui, elles, ont pour se réunissent autour d'une affinité. Nous, c'est la fédération FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail. Notre affinité, c'est le travail. C'est-à-dire qu'on est une fédération politique engagée pour l'émancipation des ouvriers et au travers notamment des luttes humanistes pour l'égalité de tous et toutes et l'accès à tous au sport. Mais le sport étant considéré pour nous comme un moyen d'émancipation et de lutte. Voilà. Donc, si je peux partager si je peux faire le partage, en fait, j'ai trouvé trois petites vidéos, Hervé, qui viennent bien présenter la FSGT et je me disais que ce serait peut-être plus intéressant de vous les montrer. C'est une petite minute à chaque fois et ça vient illustrer mon propos. Donc, je vais essayer de partager si j'ai les droits. Oui, alors normalement, vous avez les droits. Par contre, vous pensez bien au moment du partage, vous allez avoir un petit cliquet à actionner sur partager également le son de mon ordinateur. Donc, pensez bien à cliquer là-dessus parce que sinon, on verra, mais on n'entendra pas. Ah oui, inclure le son de l'ordinateur, ça y est. Et mode présentateur, écran, je fais partager l'écran. Hein. Ouais, je pense. Du coup, voyons si je vais chercher la première vidéo à laquelle je pense. C'est un parfum de bonheur. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ok. Donc, la première vidéo, ça s'appelle un parfum de bonheur. Et c'est une vidéo qui montre, qui a été réalisée à partir d'un livre d'un militant FSGT de l'époque qui avait pris en photo dans les années 1936, comment on appelle ça, la joie du sport ouvrier en fait. Et ça présente en même temps cette dimension du sport ouvrier émancipateur. Donc, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. J'espère que ça va marcher. Là, vous voyez quoi? Un écran noir? Alors, oui, pour l'instant, c'est un écran noir. Voilà, c'est la cata. Ok, comment je sors de là? Oui. Bon. Vous voyez l'écran là? C'est bon, c'est bon. 1936, un parfum de bonheur. Elle court, joyeuse et libre, elle ne l'ignore pas. Le chemin de l'émancipation sera long, la route bordée d'épines. Mais rien ne les empêchera de savourer ce moment, ici et maintenant. Au pied des usines, sur des terrains vagues, le moindre espace libre se métamorphose en espace sportif. Le sport ouvrier s'organise et s'engage. 1936, le Front populaire. Cette grande bataille politique fut celle de tout un peuple qui voulut croire à son droit au bonheur, que le plaisir ne serait pas un luxe bourgeois, mais une conquête sociale, au même titre que les congés payés. C'est de cette aspiration à aller au-devant de la vie que la FSGT est, d'une certaine façon, née un 24 décembre 1934. Le livre, Un parfum de bonheur, met des mots, ceux de l'écrivain Didier Daninx, sur les photos d'un jeune ouvrier qui a capturé, à l'échelle individuelle, celle de sa bande de copains et copines du club pédestre de l'Étoile Rouge, cette époque, cette aventure, cette victoire. Notamment ces femmes ouvrières, espiègles, qui refusent le rôle qu'on voudrait leur assigner et mettent sans dessus-dessous l'ordre établi des bords de Marne jusqu'au cœur de la guerre d'Espagne. Première petite vidéo qui montre un petit peu la dynamique qu'il y avait autour de ce sport ouvrier. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était donc lutter pour l'accès pour tous aux loisirs et à l'activité sportive. Et c'était aussi lutter contre la montée du fascisme et du nazisme. Et donc, c'est à cette époque-là qu'a été créée la FSGT. C'est la réunion de deux fédérations de sport socialistes et communistes. Donc, on a vraiment on va dire, un patrimoine communiste quand même, enfin rouge, on va dire. Hein.
Et dans ce cadre-là, je vais vous montrer une deuxième vidéo qui est la vidéo Les Olympiadas populaires, c'est-à-dire les Olympiades, les contre-jeux de Berlin qui ont été organisés par un mouvement ouvrier international pour lutter contre les Jeux de la honte de Berlin. Et la FSGT en France a été on va dire, un partenaire important de ces Jeux olympiques de Barcelone. C'est bon, toujours, vous avez l'image? En ce beau 17 juillet 1936, une partie de la délégation française pour l'Olympiada Populaire, prévue du 19 au 26 juillet à Barcelone, part de la gare d'Austerlitz à Paris par train spécial. Cet événement s'inscrit dans la foulée du mouvement de boycott des Jeux olympiques de 1936, organisé à Berlin, Jeux de la honte au service du racisme et de l'antisémitisme du régime nazi. En appui sur une proposition venue de Catalogne, le mouvement sportif ouvrier et l'ensemble des forces progressistes dans le sport se lancent dans la tenue d'une Olympiada porteuse de valeurs universelles et ouverte à tous les niveaux de pratique. En France, la FSGT porte haut cette Olympiade populaire et s'occupe des sélections, par exemple à Pershing à Paris le 4 juillet 1936. 1200 Français et Françaises arrivent donc à Barcelone pour concourir au milieu de 6000 athlètes de 23 délégations, dont celle des immigrés juifs. De nations sans État comme le Pays Basque et sa pelote inscrite au programme, ou soumis au colonialisme, Maroc, Algérie. Mais les Jeux ne se tiendront pas. La veille de leur ouverture, le putsch militaire de Franco éclate contre la jeune République espagnole. Au cœur même de Barcelone, l'heure des armes a sonné. Des sportifs et sportives reviendront se battre aux côtés des républicains, quand en France, la FSGT n'aura de cesse d'organiser la solidarité. Voilà. Donc, je trouvais important de vous montrer ces deux vidéos qui montrent l'engagement FSGT. On est réellement une fédération engagée politiquement. Pour expliquer cette dimension-là, on est engagé politiquement parce qu'on a aussi des relations avec la Palestine. On avait des relations avec l'Afrique du Sud au niveau international. Moi-même, je suis partie 4 fois en Palestine pour faire des formations d'animateurs sur Hébron. On a des clubs qui sont des clubs de réfugiés, donc avec des personnes qui n'ont pas de papier encore et qui peuvent dans notre fédération pratiquer une activité sportive et avoir une carte d'adhérent. Ce qui est pour ces migrants-là qui sont sans papier, quelque chose de très symbolique aussi et qui est porteur pour eux. Au niveau donc, on est engagé sur la démocratisation du sport pour tous. Dans ce cadre-là, on est à l'origine des premiers murs d'escalade. Hein. La première structure d'escalade artificielle a été mise par la FSGT en 1955 à la fête de l'UMA, toujours très en lien avec le communisme à l'époque. Mais maintenant, ça s'est beaucoup édulcoré, mais on est avec cette historique-là quand même. Donc les murs d'escalade, le saut à la perche pour les femmes, c'est la FSGT, l'activité, la compétition en lutte pour les femmes ou en judo, c'est la FSGT. Jusqu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de faire de pratiquer ces sports-là. Les Amis de la Nature, c'est la FSGT. Voilà. On est à l'origine de certains combats qui étaient pour nous de permettre l'accès pour tous à l'activité sportive, à la nature, à la culture, à l'escalade, des murs d'escalade, des montagnes dans nos villes, c'était un projet FSGT aussi. Tout ça, c'est ce qui a porté longtemps le développement d'activités physiques pour tous, tout au long de la vie. On est aussi sur cette logique-là. On développe aussi ce qu'on appelle les pratiques partagées, c'est-à-dire personnes en situation de handicap avec des personnes valides. Et j'ai fait à peu près le tour pour vous dire que la FSGT est une fédération multisport. On a à peu près 95 activités et on a développé plus particulièrement dans notre fédération l'activité sportive, ce qu'on appelle le concept du sport de l'enfant. Ce concept du sport de l'enfant, il a été
dans une logique d'adapter le sport à l'enfant et pas que l'enfant s'adapte au sport. C'est important ce qu'on veut dire par là parce que globalement, c'est comment permettre au sport d'être... ça paraît logique aujourd'hui, mais ça l'a pas toujours été, un sport adapté à l'enfant. Et le travail qu'a fait la FSGT a été largement repris par les professeurs d'éducation physique et qui étaient d'ailleurs qui étaient des partenaires de la FSGT pendant longtemps. Et je vais vous montrer une autre petite vidéo qui est le sport de l'enfant, pour vous expliquer un petit peu notre approche du sport de l'enfant. Là-dessus, ah oui, c'est la 11. Depuis ses origines, le sport ouvrier a porté une attention particulière à la pratique des enfants. Ainsi, en 1913, la Fédération socialiste des sports et de gymnastique naît de la fusion de plusieurs organisations, dont 2 fédérations de sociétés de gymnastique et de pupilles. Le sport pour l'enfant, au sein de la future FSGT, s'inscrit également dans une dynamique pédagogique militante plus large. Celle de la République d'enfants, c'est qu'en régie selon les méthodes de l'idéal socialiste, de démocratie, de respect des choix de l'enfant. Une dynamique dont les premières municipalités communistes, dans les années 1930, vont s'inspirer via leur colo et patronage, notamment en appui sur des clubs et militants FSGT. Une dynamique que la fédération fera revivre à partir des années 60 et jusqu'en 1980, dans le cadre des stages Maurice Baquet, en appui sur la colonie de vacances La République Gai-Soleil à Sète. Espace de pratique, de croisement d'expériences et d'analyse, ils déboucheront sur une nouvelle conception du sport de l'enfant, centrée sur ses besoins et ses capacités propres. L'EPS s'en saisira largement. Au sein de la FSGT, cette petite révolution infusera notamment avec la création des premières sections enfants multisports. Elle se poursuit aujourd'hui via les pratiques familiales, les ateliers d'aventure motrice des 0-2 ans, ou la formation de jeunes animateurs et animatrices, comme ici en octobre 2019 avec l'ES Vitré. Comme pour nous, c'est un espace d'émancipation. Effectivement, on a aussi une approche avec des jeunes qui peuvent commencer à se former en tant qu'animateurs à partir de 12 ans dans les clubs multisports enfants. Et puis ensuite progresser pour devenir responsables. À 12 ans, ils ne sont pas responsables d'une activité, mais par contre, ils peuvent prendre des responsabilités dans un club et animer d'autres enfants. Et voilà, on est sur cette logique-là. Ce que je voudrais dire avant d'aller plus loin sur le sport de l'enfant, c'est que comme on est sur la logique du sport pour tous, bien sûr, on va faire des innovations pour permettre à tous de faire du sport. Et c'est pour ça que, par exemple, on a créé le Walking Foot, qui est le sport en marchant et qui permet à des personnes d'un certain âge de continuer à avoir une activité physique sportive et de retrouver les plaisirs du foot. Il y a le foot à 7 et d'autres activités. Les bébés nageurs, moi je suis assez porteuse de cette dimension des bébés nageurs à la FSGT. Alors, peut-être, je ne sais pas si Hervé, je ne sais pas si on présente le film des tout-petits que je t'ai envoyé, peut-être que tu peux le mettre toi, si tu l'as prêt à lancer. Ouais. Ce film vous présente ce qu'on fait à partir des tout-petits et ensuite je vous expliquerai pourquoi on a choisi de travailler avec les tout-petits, sachant qu'on n'est pas vraiment dans la logique de faire des petits champions, on ne cherche pas d'être en avance et de prendre l'enfant au plus jeune pour qu'il soit le plus rapidement un grand sportif. C'est vraiment dans des questions de santé et d'enjeux de développement. Alors hop, c'est à moi de le faire maintenant. Alors, donc, il faut que tu enlèves ton partage. Ah non, je vais peut-être prendre la main, ça va peut-être tout simplement fonctionner. J'arrête le partage. Ok. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Là, okay. Oui. Alors, c'est parti. La FSGT est une fédération de sport et d'éducation populaire multisport qui œuvre au développement du sport pour tous tout au long de la vie.
C'est Oui. tout blanc, Hervé. C'est tout blanc. L'écran, ouais, on voit ton écran, mais il n'est pas. On le voit pas en fait. Je t'ai dit qu'on le voyait. Alors, excusez-moi, parce que moi je vois bien moi Allez. je vois bien. Là, Ça y moi, est je le vois. Je sais pas si les autres le voient. Oui, c'est bon. Faut le remettre au début. Ah. Sinon, j'aurais laissé moi. Tu veux que j'essaie, Hervé? Ah, ça marche pas là? Pardon, excusez-moi, je pensais que vous m'aviez dit que c'était bon, donc bah vas-y, essaye parce que du coup je sais pas pourquoi ça marche pas, parce qu'il est bien lancé le film là, donc vas-y. D'accord. Partager l'écran, ok. C'est le dernier petit film que je souhaitais vous montrer, qui est un film donc, qui a été réalisé à Pau par rapport aux activités qu'on propose, nous, autour de l'enfance et de la famille. Alors, document vidéo. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Tout le monde voit mon écran? C'est bon? C'est bon. Ok. La FSGT est une fédération de sport et d'éducation populaire multisport qui œuvre au développement du sport pour tous tout au long de la vie. Alors, dans toutes les activités qu'on va proposer à la FSGT, toutes ces pratiques petite enfance famille, que ce soit les bébés nageurs, que ce soit l'aventure motrice en intérieur ou que ce soit le multisport enfant, le commun, c'est de proposer aux enfants des espaces où ils vont pouvoir expérimenter une motricité différente de ce qu'ils peuvent expérimenter au quotidien. Alors, je m'appelle Marie-Sophie. Au début, je suis venue avec mes enfants ont grandi et j'ai continué en tant qu'animatrice parce que l'association m'a porté beaucoup. Je m'appelle Antoine, j'ai commencé dans cette association depuis une trentaine d'années et je me suis tellement nourri de cette présence parents-enfants, de cet échange que j'avais que ça fait 30 ans que j'y suis. Les activités sportives permettent aux enfants justement d'aller s'éprouver sur des démarches corporelles beaucoup plus riches que la motricité quotidienne. Ici, on a la chance d'avoir une salle très aménagée. On peut commencer avec peu de matériel. L'important, c'est de penser les verbes d'action. Marcher, courir, sauter, grimper, descendre. Ici, on peut en faire en fait un parcours sportif avec des éléments comme des branches, des troncs d'arbres, des arbres pour grimper. En général, je mets 3 activités en place et le but, c'est de passer d'une animation à l'autre suivant ce que l'enfant a envie de faire pour essayer de découvrir un petit peu ce milieu aquatique et de se sentir à l'aise dans l'eau. Quand on accompagne les parents, on va les accompagner à penser une façon de parer l'enfant sans faire à sa place. C'est vraiment permettre à l'enfant de s'engager dans le monde, accompagné de son parent en toute sécurité affective. On se retrouve à un moment donné où on évacue toutes les contraintes de la vie normale. La priorité, c'est l'enfant, c'est la famille, c'est ensemble. On met en avant l'enfant dans l'activité. On ne propose pas ces activités aux tout petits parce qu'on cherche à avoir des petits champions, des futurs champions. L'enfant va découvrir des compétences motrices qu'il ne soupçonne pas et une forme de prise de confiance qui va être intéressante pour la suite. Donc on est vraiment dans une logique d'aider ou grandir dans ces activités-là. Voilà. Ça me semblait important de vous montrer aussi qu'on avait des vidéos un peu plus actuelles que les vidéos historiques qu'on vous a montrées au départ. Mais voilà, c'était pour vous permettre d'avoir une vision un petit peu de de ce qu'est notre fédération. Ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à la dimension sportive, c'est que si on en vient
à proposer des activités qui sont des pré-activités sportives, on va dire, avec des tout petits enfants, c'est qu'on pense que le mouvement, c'est la vie. L'activité sportive est très importante pour le développement de l'enfant. Aujourd'hui, on sait avec les neurosciences que le cerveau, du fait qu'on parle de développement sensorimoteur de l'enfant, le cerveau fait ses connexions et se développe dans le mouvement. Et en fait, il n'y a pas de développement complexe du cerveau sans un environnement complexe. Et l'activité sportive propose un environnement complexe parce qu'elle va proposer, au travers de règles, au travers des buts à atteindre, elle va proposer à l'enfant, elle va le mettre devant une problématique qu'il va devoir résoudre en se mettant en activité physique. Et donc, c'est super important dans une société où on est de plus en plus sédentaire, dans une société où le virtuel et où les écrans ont pris beaucoup de place. On se rend compte que la dimension corporelle est un peu laissée de côté. Et au dépend, au final, du goût à l'effort. Au dépend, aujourd'hui, on observe que les enfants ont perdu en capacité pulmonaire, ils ont perdu en vitesse, ils ont perdu en attention profonde. C'est des enfants qui sont très à peur, etc. Et en fait, l'activité physique aujourd'hui paraît être en tout cas un chemin vers le retour à une compréhension de soi, à une réhabilitation de son propre corps, de ses propres compétences, à un goût à l'effort, à une vie en collectivité, au respect de l'autre. Il y a beaucoup de valeurs qui peuvent être véhiculées autour de l'activité sportive, beaucoup de problématiques que l'on peut aborder par le jeu avec une activité sportive. Et pour nous, c'est vraiment le chemin d'une émancipation et d'un grandir, d'aller vers un grandir. Alors, peut-être pour finir, après, je pense qu'on pourra peut-être échanger, ce que je peux vous dire au niveau de l'innovation en pédagogie, hein, vous allez me dire c'est quoi, qu'est-ce qu'on a fait d'innovant, c'est penser le sport à l'échelle de l'enfant, c'est-à-dire qu'on est parti sur le concept tout d'abord, tout le monde joue, que ce soit le petit gros ou le gamin qui est bien physique. Dans nos activités sportives, par exemple, à Paris, on a des clubs de foot. Le petit gros, il ne reste pas sur le banc. Il va jouer comme les autres. Parce qu'il n'y a pas l'enjeu de la compétition où il faut toujours gagner et où finalement on fait jouer que les meilleurs. Cet enjeu-là, on le retrouve dans les fédérations délégataires parce qu'elles sont amenées à essayer de faire monter les enfants en compétences pour trouver les futurs champions. Nous, dans nos clubs, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans le sport pour tous. Donc, partant de là, on fait en sorte que tous les enfants puissent jouer. Et il y a quand même des compétitions, mais ce qu'on appelle, nous, la compétition éducative. Le deuxième concept, c'est rentrer rapidement en activité. On ne passe pas des heures à expliquer une activité à l'enfant. On va rentrer directement en activité et on va proposer la complexification de cette activité au fur et à mesure. Pour vous donner un exemple, si par exemple je prends le volley et qu'on commence à dire aux enfants, vous allez faire du volley, et qu'on leur dit comment il faut engager, comment il ne faut pas que le ballon retombe 2 fois sur le terrain, etc., ben, la plupart du temps, les enfants ne vont pas jouer parce qu'à l'engagement, ça va s'arrêter. Nous, ce qu'on va proposer, c'est respecter le fondement de l'activité qui va être de faire voler la balle. Et au départ, on ne va pas engager, on va faire partir la balle normalement, on va la faire voler, on va faire des échanges. Si la balle tombe, ben, on a droit, tant qu'elle est vivante, ce qu'on appelle bas vivante, c'est-à-dire tant qu'elle rebondit, on a le droit d'aller la récupérer pour la renvoyer. Et donc là, vous allez voir que les enfants se mettent à jouer très rapidement. Et à partir de là, quand ils commencent à savoir jouer, la règle va venir complexifier la problématique, mais pour remettre de l'enjeu. Mais elle n'est pas là pour empêcher de jouer. Et si on rentre dans une activité sportive par la règle de la compétition, bien souvent, ça élimine les enfants qui ne sont pas en capacité ou qui n'ont pas les moyens physiques ou qui n'ont pas encore acquis le bon geste. Donc voilà, on est sur cette logique-là. Donc c'est rentrer par le jeu, rester et progresser dans cette activité par le jeu, bien évidemment. Bon, je pourrais vous en dire plus, mais peut-être, est-ce que j'ai répondu un petit peu à ton attente, Hervé? Est-ce que vous avez envie qu'on échange là-dessus? Est-ce que vous avez des réactions?
Est-ce que tu peux supprimer ton partage maintenant parce Ah, que pardon. ça fait une mise en abîme, on Oui. voit la mosaïque de visage dans le. J'avais pas. Mais en tout cas, merci, y compris pour la partie, comme je t'avais demandé, historique. Mhm. Donc, comme je te l'avais dit, nous, on fête nos 80 ans, donc on est un Oui. petit peu plus jeune que vous, mais je trouve ça aussi toujours intéressant de connaître les racines d'une organisation et puis surtout l'influence qu'elle a pu avoir dans la société. Moi, j'ai découvert plein de trucs là sur ce que tu as dit, là, les premiers murs d'escalade. Bon, la question des femmes, je me doutais bien, mais je ne savais pas concrètement comment ça s'était transformé par votre intermédiaire. Donc, merci beaucoup, c'est très, très intéressant. Alors, on va demander là s'il y a des questions. Et puis, alors, j'avais sollicité Philippe Lucante là, pour un témoignage, il a déjà, lui, travaillé avec la FSGT. Donc, je trouvais que c'était intéressant de concrètement voir comment c'était. Peut-être en complément de ce que tu as présenté, pour commencer à voir aussi comment on peut avoir une interaction entre nos deux organisations, de savoir qu'est-ce que vous avez comme ressources pédagogiques éventuellement disponibles, comment vous intervenez ou pas sur le champ de la formation, que ce soit la formation habilitée ou la formation professionnelle, et puis de façon plus aussi calendaire, comment vous réagissez, vous, à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 et qu'est-ce que vous allez faire de spécifique par rapport à cet événement qui se déroule ici? Alors, d'abord, là, ce que je vous ai présenté, c'est l'idéal. Mais bien sûr, l'idéal n'existe pas. Donc, ça, c'est des pratiques qui existent dans la FSGT. Mais on a aussi, comme la FSGT, c'est 95 activités et c'est des clubs qui sont répartis sur toute la France. Et on est sport et éducation populaire, c'est-à-dire que on n'a pas, on fonctionne avec des bénévoles qu'on va former, mais aussi des bénévoles qui parfois sont issus des activités de compétition et des fédérations délégataires et qui ne sont pas toujours porteurs de nos valeurs. Là, les valeurs, c'est le politique dont je vous parle, mais ce politique-là, il est aussi, il n'est pas forcément mené dans tous nos clubs et dans tous les comités. Ça dépend des bénévoles qui sont engagés dans nos activités et de leur niveau de militantisme, on va dire. Tout ça pour dire qu'on ne va pas retrouver forcément tout ce que je vous ai décrit là, on ne va pas le retrouver forcément dans tous nos clubs, mais c'est le travail en tout cas de fond que l'on fait. Au niveau de la formation, on a longtemps travaillé avec les profs d'éducation physique qui se sont beaucoup penchés sur le travail réalisé pour adapter le sport à l'enfant et qui l'ont utilisé, voilà, on a beaucoup travaillé avec eux. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu distendu. On est en train d'essayer de remettre ça en place au travers du travail que l'on fait, notamment avec la Palestine et avec d'autres pays où le sport est un besoin pour les enfants, un besoin pour s'émanciper et pour penser et vivre autre chose dans des espaces de dureté. Et donc, on retravaille là avec les profs d'éducation physique. Et on a un projet de relancer une dynamique de formation de nouveaux formateurs autour du sport de l'enfant, qui pourrait être, pourquoi pas, d'intégrer des personnes intéressées dans votre structure pour suivre cette dynamique avec nous, la partager avec nous. Voilà, on fait des CQP, activités de loisirs sportifs, qui peuvent être aussi, qui se passent sur Paris ou sur Marseille, et qui peuvent être ouverts à toute personne qui a envie de suivre ça. Et sinon, là aujourd'hui, notre problématique, c'est de trouver des animateurs à former pour continuer à partager notre vision du sport de l'enfant. Au niveau de ta question par rapport aux Jeux Olympiques, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on est, nous, dans les 90 ans de la FSGT. On est sur la logique, enfin, dans ce qui s'organise au niveau des Jeux Olympiques aujourd'hui,
y a à prendre et à laisser, bien évidemment. Hein, éthiquement parlant, tout n'est pas blanc, mais on n'est pas dans la logique, de faire des contre-sports comme les Jeux Olympiques de Berlin. Hein, on suit le rythme et on essaie, nous, de notre côté, d'essayer de valoriser un sport plus éducatif, un sport. On est plus engagé sur le paralympique aujourd'hui. Enfin, moi, du moins, de là où je suis à la FSGT, je suis plus engagée sur la dimension paralympique, mais il y a une réflexion autour de ces Jeux olympiques et notamment de l'éthique de ces sports, de l'éthique, en fait, de tout ce qui tourne autour de la mise en place de ces Jeux olympiques à Paris. Ok. Mais il faudra plus poser la question à Emmanuel sur cette dimension un peu plus politique des Jeux olympiques. Ça, c'est avec Valérian, quand on va amorcer le travail là, sur le document ressources dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on se rapprochera de vous pour déjà voilà, vous placer dans ces ressources. Philippe, tu veux bien Alors, donc déjà, tu as mis ta caméra et maintenant, il y a le micro. Donc, on a le son et l'image du Lucant 2024. C'est formidable. Merci. Merci Hervé de me mettre à l'aise sur cette introduction. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi je veux juste, à la demande d'Hervé d'il y a à peu près 35 minutes, je veux bien témoigner de mon expérience d'il y a quelques années, voire 25 ans. Donc voilà, avec peut-être des personnes que connaissait Valérie. Je parle notamment d'Yves Balou. Ah oui, oh là, va. Voilà, donc l'idée c'est au-delà de vous raconter ce qui a été fait, c'est de vous dire en quoi ça peut être intéressant effectivement de se rapprocher aujourd'hui de la FSGT. Autour de Bordeaux, donc nous avions travaillé. J'étais à la fois impliqué au Franca et à la fois impliqué à la FSGT, donc je faisais un peu le lien. Mais ce que je trouve intéressant dans la démarche de la FSGT et qui peut nous mettre ensemble à un moment donné, globalement déjà, c'est ce qu'a évoqué Valérie, hein, son approche pédagogique qui pour moi, dans le domaine sportif, fait écho à tout ce que l'on défend au niveau des Francas sur l'enfant acteur, sur rentrer, d'un point de vue pédagogique, rentrer dans l'activité et pas passer un quart d'heure à refaire des règles, mais peut-être des fois même à les construire ensemble. C'est à la FSGT que j'ai découvert et que du coup j'applique aujourd'hui dans tous les séjours que l'on organise au niveau Franca, par exemple, la pédagogie MIR fameuse, qui va à l'encontre de la pédagogie prônée par l'ESF, qui est de recopier, d'être le clone du monsieur en rouge qui skie devant et il y a 10 enfants qui recopient, voilà, sans réflexion. Et voilà, et à la FSGT, il y a d'autres propositions pédagogiques qui nous vont bien dans l'idée d'émancipation et l'idée de rendre les enfants acteurs et les adultes derrière acteurs, puisque c'est aussi une fédération effectivement qui s'adresse aux travailleurs au départ. Donc déjà pour moi c'est se rapprocher de la FSGT, c'est aussi partager des ressources et partager des enjeux pédagogiques. Et après, nous, ce qu'on avait mis en place, c'était autour des quartiers politiques de la ville, des quartiers qu'on appelait populaires à l'époque, où autour des gymnases, on faisait de l'animation tout public, et où petit à petit, avec notre savoir-faire Franca des centres de loisirs et le savoir-faire FSGT de l'approche sportive, construire des parcours d'engagement petit à petit au travers de la pratique pour aller jusqu'à la construction de BAFA communs avec les compétences des uns et des autres et toujours avec cette volonté, comme le disait Valérie, de partir de l'individu, c'est-à-dire de ses capacités, pour le faire progresser. Je ne vous cache pas, je ne sais pas si aujourd'hui ça pourrait se faire, mais
que les premiers BAFA que l'on a construits avec des enfants et des jeunes qui étaient souvent sortis du système scolaire, souvent en difficulté, l'exigence globale, elle était peut-être un peu moindre, mais elle permettait à des jeunes d'avancer dans la vie et de pouvoir participer à la vie de la cité et d'être dans une dynamique positive. Et le sport était un moyen de tout ça. Et nos deux fédérations travaillaient ensemble, en tout cas au niveau local. Voilà. Et après, il y avait aussi la dimension effectivement d'animation, de co-animation des enfants et d'échange entre groupes d'enfants issus des Francas et issus des espaces, parce qu'il n'y a pas forcément de centre de loisirs au niveau de la FSGT, mais d'espaces de loisirs proposés. Et ce qui était intéressant aussi, c'était déjà, on ne l'évoquait pas comme ça à l'époque, mais d'inclusion, parce qu'on avait plusieurs univers qui se rencontraient et qui, au travers de la pratique sportive sans compétition, pouvaient se côtoyer, faire du lien social. Donc, c'était pour moi, ça a été effectivement pour moi une expérience riche d'un point de vue personnel et dans ma construction d'animateur. Et ce que je disais, c'est que après j'ai eu la chance effectivement de travailler avec cette personne, Yves Balou, qui était une référence par rapport à ces enjeux-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est intéressant de se rapprocher. Alors, je ne connais pas, moi, aujourd'hui, la situation. Il y a des départements qui sont plus ou moins dynamiques au niveau de la FSGT, mais je pense que c'est intéressant de se rapprocher des personnes autour de la FSGT, ne serait-ce que sur ces points-là, puisqu'en plus, ils ont développé le secteur enfance, pour voir ce que l'on peut faire ensemble, et dans tous les cas, ce que l'on peut partager pédagogiquement. Et pour faire du lien avec aujourd'hui, j'ai entendu Valérie qui disait qu'ils avaient développé la dimension inclusion, sport et handicap. Nous, ça nous va bien. Je fais le lien avec le lien déposé par Hervé sur le camaraderie. Pour ceux qui le liront, il y a un article sur les Landes où on travaille avec le département sur ces questions d'handisport. Et je pense que la question de l'inclusion, elle nous occupe tous dans chaque département et c'est un partenaire privilégié supplémentaire à mettre avec nous sur ces questions-là, quoi. Est-ce que ça te va, Hervé? Écoute, c'est parfait. Heureusement que je ne t'ai pas demandé plus tôt parce que ça aurait été vraiment trop parfait. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, quand tu m'as dit que c'était un témoignage sur quelque chose d'il y a longtemps, en fait, ça reste très, très actuel ce que tu expliques là. Donc, voilà. Donc, si on arrive à retrouver des partenariats de ce type-là. Philippe a eu la chance de travailler avec Yves Balou. C'était une référence aussi pour nous au niveau national. On a eu des grands penseurs de l'activité sportive, mais politiquement parlant, quoi, et Yves Balou faisait partie vraiment de ces références-là. Alors, donc là, je ne sais pas si d'autres ont des exemples, des retours comme ça de partenariats ou de liens, enfin de rencontres avec la FSGT ou des questions ou des contributions complémentaires à faire. C'était suffisamment complet. Je t'avais dit, Valérie, la forme visio n'est pas forcément la plus adaptée aux échanges en direct. C'est plutôt après. Alors, il y a Nicolas qui veut intervenir. Oui, Vas-y, Nicolas. Moi qui m'intéresse à titre perso, du coup, plus dans la pratique, vous avez parlé à un moment de compétition éducative. Puisque je trouve qu'effectivement, quand nous, on propose des activités sportives en lieu jeune ou en sport de loisirs, il y a ce côté effectivement coopératif qu'on a plutôt envie de mettre en avant. Aussi à l'adolescence où du coup, tous les autres modèles qu'on leur propose, c'est souvent des modèles compétitifs. Et du coup, je voulais savoir ce que vous mettiez derrière compétition éducative.
Alors, compétition éducative, on est sur la logique, en fait, il n'y a pas d'élimination. Comment faire en sorte qu'on continue à jouer dans une compétition avec une logique de montante et descendante, etc., où tout le monde finit par se rencontrer, et avec aussi un objectif, souvent dans nos compétitions, il y a un objectif, par exemple, de faire amener tout le monde par son résultat, fait grimper une... il y a un objectif commun pour arriver à, par exemple, on va dire qu'il faut grimper la montagne, je ne sais pas quoi, et tout le monde, par son résultat, va participer à faire grimper cette montagne au petit bonhomme qui a été... donc la compétition, elle n'est pas uniquement il faut gagner sur l'autre, elle est il faut jouer, participer, et tout ce qu'on a fait, ça va venir nourrir un objectif général que tout le monde partage. Et donc, on n'est plus autant dans l'opposition, et surtout, on a coutume de dire, nous, que l'adversaire est l'ami qui nous fait progresser. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut se retrouver en confrontation avec des personnes des fois plus fortes que nous pour se dépasser soi-même. Mais il ne faut pas que ça soit dans la logique de « Ah, je suis nul, non, j'ai plus envie », et que le petit, encore une fois, celui qui n'est pas sportif se sente pas choisi. Mais malgré tout, on est dans une société où ça se passe comme ça. Donc, c'est réellement un travail, comment dire, de fond tout le temps, là, d'expliquer aux jeunes comment cette dimension-là. Et effectivement, au travers des jeux qu'on propose et de ces compétitions avec un but commun à atteindre, ça permet aussi de créer cette notion de collectif tous ensemble et pas forcément les uns contre les autres. Après, on peut prendre le temps d'échanger là-dessus, effectivement, et de vous dire quels sont les tournois qu'on met en place et comment on les met en place pour qu'il y ait cette dimension de tout le monde participe. Compétition éducative, ça va aussi se traduire dans nos jeux, par exemple. On va avoir le jeu du pirate on va dire, qui correspond à un jeu d'athlétisme, en fait, hein, où on va faire sauter les enfants, où il y avait sous prétexte d'aller chercher le trésor du pirate, il faut sauter des haies, il faut faire sauter des rivières, etc. Donc sauter en hauteur, sauter en longueur, faire de la vitesse. Et dans ces dimensions-là, par exemple, quand on fait ces activités-là, on va proposer trois parcours. Et l'enfant, s'il saute sur le parcours le plus simple, il a le droit de prendre qu'un seul jouet, qu'un seul trésor. S'il saute sur le plus compliqué, il en prend 2. Et sur le plus dur, il en prend 3. Mais au final, tous les enfants, à leur niveau, peuvent participer à aller chercher du trésor. Parce qu'ils ont le choix d'à quoi ils se confrontent. Et voilà, bon, c'est un exemple de façon d'organiser une activité pour que ça reste un jeu pour l'enfant, et à la fois un défi pour lui-même, mais pas un défi qui peut réussir, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Nicolas. Si, merci. Puis je me doute bien que c'est quelque chose de toute façon que vous pourriez développer des heures, mais c'était pour avoir une idée déjà. Merci. Et moi, j'irai me cultiver sur la pédagogie Mire Famos, parce que Philippe, je te remercie, parce que je vais la découvrir. Je ne connais pas cette alternative à l'EFS. En fait, si j'ai bien compris. Juste peut-être pour finir, parce qu'après on arrive à midi, de toute façon, la question de cette pédagogie, elle est super importante parce que la pédagogie dont tu parlais, Philippe, sur suivre le moniteur en rouge, on est sur la logique du modèle. C'est la pédagogie du modèle où, en fait, effectivement, avec la question des neurones miroirs, la pédagogie du modèle, ça fonctionne très bien. Déjà, en regardant, presque je sais faire. Et on n'a pas besoin de m'expliquer. Sauf qu'en fait, on n'est pas dans la logique de création, en fait. On copie. Et nous, on aime bien la question de la pédagogie de résolution du problème, c'est-à-dire, je te donne un objectif à atteindre, mais je ne te dis pas comment l'atteindre. Et finalement, toutes les propositions que tu vas me faire, elles vont être intéressantes. Et à un moment donné, peut-être que dans ces propositions-là, je verrai celles que j'attends. Et peut-être que là, je reviendrai vers la pédagogie du modèle en disant « Tiens, mais regardez, qu'est-ce qu'il propose lui, qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais on passe quand même par cette pédagogie de l'exploration et de la découverte et ensuite de la résolution de problèmes, c'est-à-dire essaie de trouver tes solutions.
Alors, pour la suite et pour l'avenir, donc en gros, Valérie, si une association départementale, une union régionale, est intéressée, comment on fait pour se mettre en contact avec vous? C'est bon, moi, je vais voir aussi avec, Baptiste et avec l'équipe, à Paris, là, comment on peut, concrétiser des liens, mais Alors, peut-être que le mieux au départ, c'est effectivement de passer par Baptiste, qui lui, donc, est au niveau national et donc connaît le réseau. On n'a pas des développements d'activités enfants partout. On n'a pas forcément, on a aussi des clubs qui sont unisports, hein. Tous nos clubs ne sont pas multisports, donc ça peut ne pas forcément répondre toujours à la demande suivant le comité, suivant la région qui est intéressée. Donc Baptiste, lui, connaît nos référents. Et par contre, s'il n'y a personne dans cette dimension-là, ça peut être l'occasion de voir comment on peut échanger et peut-être proposer un temps de formation ou d'échange où on échangera ensemble sur. On pourrait envisager, par exemple, de faire des journées d'échange formation autour des activités jeux collectifs, pourquoi pas, et d'avoir une approche, de penser ensemble comment animer ces activités-là, comme un temps de formation et d'échange à la fois. Nous, on est en train d'essayer de structurer cette dimension-là. On a aussi édité des livres qui s'appellent Des enfants des sports et des enfants des jeux des sports, où il y a des approches ludiques d'activités sportives avec des idées de jeux. Donc ça peut être aussi l'occasion de se réunir au travers de ce livre, de prendre ce livre comme référence et de former des animateurs à savoir l'utiliser et à savoir faire vivre ces activités. Et nous, je pense qu'on a un intérêt aussi à le faire vivre à nos animateurs parce qu'ils ne sont pas non plus tous bien formés et bien en capacité d'utiliser nos ressources. Donc, enfin là, c'est une idée que j'ai en même temps qu'on discute. Hein. Voilà. Dans tous les cas, nous, on va être amenés à développer cette connaissance, enfin cette approche de l'activité sportive. On peut aussi vous tenir informé de nos stages et si vous avez des personnes qui veulent venir participer à nos stages pour partager, ça peut s'envisager. Ok, très bien. Alors j'ai vu là effectivement il y a Caroline pour le Val d'Oise ou Myrto pour le Gard qui dit j'ai pas de FSJT a priori chez moi, mais donc ça, comme on va rencontrer prochainement d'un point de vue un peu plus national la FSJT, si vous avez comme ça des besoins, faites-les remonter pour que le jour où on a la réunion, on puisse en parler concrètement. Valérian, je pense que je vais t'associer à cette réunion parce qu'on va faire un peu coup double, que ça soit une réunion à la fois pour parler du partenariat, mais dans le cadre de ce qu'on est en train de travailler autour du document ressources, activités sportives, Jeux olympiques, paralympiques. Donc voilà, ça c'est la proposition que je te fais en direct. On en reparlera lundi lors de notre petite réunion spécifique. Et Valérie, ça je t'en reparlerai, puis aussi à Baptiste, mais moi, au-delà de la formation, des liens autour de l'activité purement physique, moi j'ai deux choses en tête que je trouverais intéressantes d'étudier avec vous, c'est le lien philo-sport, parce que quand ta phrase, l'adversaire et l'ami qui nous fait progresser, alors là on est typiquement dans un sujet qui donnerait lieu à une discussion à visée philosophique. Et c'est un gros programme chez nous. Hein. On a un programme qui s'appelle Graines de philo, qui permet d'apprendre à aborder la vie avec une discussion philosophique. Et on milite beaucoup pour l'analyse des situations vécues autour des discussions philo. Et donc là, voilà, on savait que l'activité sportive était très... Mais ce que tu dis là me dit qu'on aurait sans doute aussi un terrain de coopération intéressant à mener ensemble. Et puis par ailleurs, dans le cadre d'un nouveau projet aussi, le programme qui s'intitule Les universités populaires de l'éducation, je pense que d'avoir du PE en 2024 autour de la question de la place du sport dans la société avec vous me semblerait être un sujet très très à propos et très, voilà, très, très pertinent. Donc, c'est toujours ça l'intérêt de ces moments de rencontre, c'est que
on prend le temps de commencer à dessiner des idées. Bon, après, faut qu'on arrive à calibrer les ressources disponibles de part et d'autre, mais je pense qu'on a ouvert une jolie fenêtre là, me Alors, semble-t-il. moi, juste pour aller dans ton sens, et la dimension philosophique, ça nous intéresse toujours de partir sur des réflexions qui dépassent largement le sport, puisque nous, c'est des enjeux de société. Hein, l'activité sportive, c'est vraiment support à changer la société et à s'émanciper dans cette société de plus en plus violente et discriminante et précarisante. Donc, voilà, ça nous parle. Et mince, je voulais te dire un truc, je l'ai avalé en le parlant. Ça m'apprendra. Oui, c'est que moi, personnellement, là, je suis pas mal centrée sur la petite enfance et la famille. Et il y a la dimension de l'éducation qui pose question aujourd'hui. Je rencontre tellement de parents avec les notions d'éducation positive qui ne savent plus poser les cadres, qui ne savent plus donner des limites, qui ne savent plus comment se situer dans la façon d'éduquer, de trouver leur place dans cette dimension-là, que tout à coup, le sport devient un lieu aussi d'éducation au vivre ensemble, qui était beaucoup moins prégnant auparavant et qui, je trouve, aujourd'hui a besoin d'espace pour être vécu, parce qu'il est de moins en moins vécu correctement avec des enfants qui savent... Enfin voilà, le vivre ensemble est plus assez travaillé à mon sens, et le sport est dans est un accès à cette question-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, c'est très clair. Puis je pense que ce que Philippe disait sur la question de l'inclusion va aussi dans ce sens-là. Moi, j'ai en tête un exemple formidable aussi dans le Gers, il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe toujours, Fabienne, de rugby mixte avec des filles et des garçons. Et donc, fallait... Voilà, sur un sport qui a priori est extrêmement masculin dans les représentations, et là c'était pas du rugby féminin, hein, c'était un club où il y avait les filles et les garçons qui jouaient ensemble. Et là il y avait un travail vraiment exceptionnel de mener autour de ça. Ça existe toujours ça, Fabienne, ou pas? J'en ai aucune idée. Non. Ben, tu vois, voilà, ça c'est, je pense que Bertrand avait fait un témoignage dans un camarade il y a quelques temps, mais ça fait partie des projets qui sont très très intéressants. On est sur le vivre ensemble, le sport, la relation fille-garçon, voilà, lutter contre les a priori. Enfin, on coche plein de cases très 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 intéressantes. Bien, écoute, en tout cas, Valérie, merci d'avoir pu te libérer dans ton séminaire et puis d'avoir répondu aussi rapidement, parce que pour info, j'ai invité la FSGT, je crois, la veille des vacances de Noël, hein, donc c'était chouette de répondre aussi rapidement à cette proposition. J'ai eu l'info il y a 3 jours. Tu vois, Philippe, donc 35 minutes pour toi, c'est pas si... Mais c'est là, les sportifs, ils sont au taquet, donc il n'y a pas de problème. Vous avez une détente phénoménale. C'est pour ça que vous savez répondre rapidement. Bon, merci beaucoup, Valérie. Merci à vous. Et puis donc, on reste en contact pour... voilà. Il y avait aussi dans la boucle des participants, Alexandre, qui fait partie des Francas des Pyrénées-Atlantiques, parce que je sais qu'effectivement, il y a un lien, alors plutôt avec les Francas de Pau, je crois, hein, sur le festival Petite Enfance, mais voilà. Donc oui. Ok, écoute, à bientôt Valérie, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne continuation, au revoir à tous.